messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le discours du président du Faso de Tenkodogo où il séjourne depuis hier. Marc Christian Kabouré s'adresse à la nation à la veille de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Un discours à suivre en intégralité dans quelques secondes et nous serons également en duplex avec Nathalie Kaoré tout juste après. Et puis nous resterons dans la région du Centre-Est, dans une ville dont le nom évoque le partage. Puitenga est surtout connu pour son dynamisme dans les activités commerciales. Nous irons à la découverte de ce véritable carrefour dans la province du Kuritenga, là où un adage affirme que l'enfant de Puitenga apprend à faire le commerce dès le ventre de sa mère. Et puis à la COP25, les ministres en charge de l'environnement africain affûtent leurs armes. Ils préparent une plaidoirie pour que l'Afrique sorte gagnante des accords signés dans le cadre du climat. Bienvenue à tous. Tout de suite, je vous invite à suivre donc le message du président du Faso à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, amis et partenaires du Burkina Faso, la commémoration du 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale revêt une importance particulière en cette année du centenaire de la création de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. L'occasion me paraît opportune à saisir pour revisiter les temps forts de notre histoire collective depuis les luttes héroïques des communautés voltaïques dans la résistance contre la colonisation à nos jours. Ce devoir de mémoire, à travers un survol historique nécessaire, nous permet d'en tirer toutes les leçons en vue de consolider le socle de notre vivre ensemble et de notre avenir commun. C'est pourquoi cette commémoration participe à l'œuvre de construction de notre mémoire collective. C'est à mes yeux un temps de méditation sur le parcours glorieux de notre peuple, dont la bravoure et la solidarité dans l'épreuve doivent constituer le repère pour notre communauté de destin. Depuis la nuit des temps, les Burkinabés ont toujours su cultiver des valeurs de tolérance, de justice, de droiture morale, de travail et de cohésion sociale. En outre, ils ont su rejeter l'exploitation, la domination et l'oppression, d'où qu'elles viennent, comme en témoignent les grandes révoltes contre l'oppression coloniale avant la création de la colonie de Haute-Volta pour l'affirmation de la dignité humaine.
aussi. La création de la colonie de Haute-Volta le 1er mars 1919, sa dislocation en 1932, sa reconstitution en 1947, l'indépendance du pays en 1960 à son changement d'appellation en 1984, jusqu'à nos jours, les Voltaïques puis les Burkinabés ont-ils su forger progressivement dans la douleur, la sueur et le sang les fondements d'une communauté de destin, d'une nation digne, fière et respectée, plurielle et unie. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, le 59e anniversaire de notre indépendance a été placé à juste titre sous le thème 100 ans de création de Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique en vue de la consolidation de l'État-nation. L'État burkinabé, dont le Faso est la forme républicaine, est une réalité vivante et agissante dans le concert des nations. Autant l'État doit son existence à son territoire, aux hommes qui en relèvent et aux institutions de leur gouvernance, autant la nation burkinabé renvoie quant à elle à ce lien sentimental, à cette volonté de vivre ensemble et d'être liés par une communauté de destin. Actuellement, les soldats des vaillantes unités de nos forces de défense et de sécurité assurent au péril de leur vie l'intégrité territoriale de l'État et veillent à la protection de nos concitoyens contre les attaques terroristes et l'extrémisme violent qui nous sont imposés. Je ne doute pas de notre victoire sur les forces du mal, car aujourd'hui comme hier, la culture de la défaite ne fait pas partie des valeurs sociétales de notre peuple. Chers compatriotes, pour consolider l'État-nation, il nous faut relever deux défis. Le premier, c'est de restaurer l'autorité de l'État central, garant de l'unité et de l'indivisibilité de la nation, tout en mettant à bien le processus de décentralisation afin de garantir l'épanouissement des communautés vivant dans nos collectivités. Pour ce faire, tous les Burkinabés doivent s'assumer et assumer leurs responsabilités individuelles et collectives de citoyens exemplaires. Et la justice doit jouer sa partition avec efficacité pour garantir l'égalité de tous les Burkinabés devant la loi. Le second, celui de bannir à jamais la stigmatisation de l'autre. Nous devons combattre avec la dernière énergie toute forme de repli identitaire et de discrimination fondée sur le genre, l'ethnie, la religion ou la région. Ces dérives dommageables à la cohésion sociale sont de nature à compromettre notre quête permanente d'unité nationale. Nous devons, sans désemparer, poursuivre la construction du dialogue social, du dialogue interreligieux, intergénérationnel, ainsi que le dialogue des cultures indispensables à la pérennisation d'une culture de la paix. Devant la recrudescence des attaques des groupes armés terroristes qui tentent de mettre à mal notre vivre ensemble, j'invite les communautés burkinabées à ne rien céder aux forces du mal qui font tout pour détruire notre nation. Chers compatriotes, burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, amis et partenaires de Burkina Faso, au regard de l'importance des défis à relever au plan sécuritaire, je renouvelle mon appel à une trêve sociale et à une union sacrée de tous les fils et filles autour des forces de défense et de sécurité pour vaincre le terrorisme et poursuivre les actions de développement économique et social du Burkina Faso. Comme l'ont montré les conclusions du dialogue politique que j'ai initié du 15 au 22 juillet 2019, nous devons avoir pour objectif essentiel de contribuer au renforcement de la paix et de favoriser la réconciliation nationale ainsi que la tenue d'élections démocratiques transparentes et apaisées en 2020. J'exhorte donc tous les Burkinabés à agir dans le sens de la promotion d'un Burkina uni et indivisible en vue de la consolidation de l'État-nation. J'invite les organisations de la société civile, les travailleurs, l'ensemble des partis politiques, les responsables coutumiers, religieux et administratifs à contribuer davantage à la construction d'une citoyenneté responsable et d'une conscience patriotique. J'insiste tout particulièrement sur le respect dû aux autorités religieuses,
traditionnels et aux anciens. En cette année du centenaire de la création de notre pays, et pour permettre aux générations présentes et à venir de mieux connaître tous les pans de notre histoire commune, j'ai décidé de commettre un groupe de travail pour l'écriture de l'histoire générale de la Haute-Volta au Burkina Faso. Il aura également pour mission de me faire des propositions consensuelles pour l'édification d'un panthéon de tous les bâtisseurs de notre nation afin que la dignité de leur vie soit immortalisée pour la postérité. Chers compatriotes, pour marquer cette journée historique, la ville de Tenkodougou, chef-lieu de la région du centre-est, est le point de convergence de l'ensemble des Burkinabés. Je salue la détermination des forces vives des provinces du Boulgou, du Koulpelgo et du Kouritenga qui, dans un contexte sécuritaire difficile, œuvrent au quotidien avec assurance et confiance à la transformation qualitative du Burkina Faso. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, pour bâtir ensemble un Burkina Faso prospère, nous devons nous départir de nos intérêts égoïstes et nous engager dans la réalisation des aspirations du peuple burkinabé. La détermination du peuple burkinabé à défendre la liberté et son territoire est connue de tous et notre histoire, celle que nous revisitons aujourd'hui, nous l'enseigne. L'indépendance et la liberté n'ont pas de prix. La détermination de nos forces de défense et de sécurité à défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême nous interpelle tous collectivement et individuellement. C'est le lieu pour moi, appréciant au plus haut point la résilience de nos populations et l'héroïsme de nos forces de défense et de sécurité face au terrorisme qui tente de semer le chaos dans notre pays, de rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité et à toutes les victimes civiles du terrorisme. Au nom de la nation entière, j'exprime ma solidarité avec les familles des victimes et j'adresse tous mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Les efforts se poursuivent au plan bilatéral et multilatéral, notamment au sein du G5 Sahel, dont j'assure actuellement la présidence pour améliorer l'efficacité de la réponse à apporter aux actions des groupes armés terroristes au Sahel et pour le développement de notre pays. En ce jour anniversaire de notre indépendance, chèrement acquise, j'ai une pensée pour nos frères burkinabés qui, du fait du terrorisme, sont aujourd'hui loin de leur terre d'habitation. Je voudrais rassurer tous les déplacés internes de l'engagement déterminé du gouvernement à créer les conditions de leur retour dans leurs localités respectives, dans la sécurité et la dignité. De même, je tiens à saluer les Burkinabés de la diaspora pour leur contribution au développement national et leur soutien divers aux forces de défense et de sécurité et aux déplacés. Le gouvernement poursuivra les efforts pour leur pleine implication dans le développement économique et social du pays. C'est dans un contexte particulièrement difficile que le peuple burkinabé se bat et que le gouvernement s'efforce de tenir ses engagements et de poursuivre la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Je tiens à féliciter toutes les initiatives en cours dans tous les chantiers de développement à travers le pays, destinées à améliorer les conditions de vie de nos populations et à renforcer les infrastructures structurantes du pays. Chers compatriotes, la nation de démocratie, de paix et de prospérité que nous nous attelons à édifier au quotidien commande la contribution de tous sans exception. Fort de cette interpellation individuelle et collective, je souhaite une bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.
Voilà donc pour l'intégralité du message du président du Faso à la nation à l'occasion donc de l'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Retrouvons à présent à Tenkodogo Nathalie Kaoré. Nathalie, bonsoir. Bonsoir Peggy Ouedraogo, bonsoir à vous chers téléspectateurs de la RTD. Merci de nous rejoindre ici à Tenkodogo sur l'heure du défilé pour la suite des actualités relatives au 11 décembre. Vous venez de suivre donc le message du président du Faso à l'occasion de la fête de l'indépendance. À présent, je suis avec le rédacteur en chef de la télévision du Burkina pour un commentaire sur le message du chef de l'État. Bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonsoir Nathalie Kaoré. Alors dans la forme, ce qu'il faut dire, Nathalie, c'est que c'est un temps solennel, celui des grands jours et un message un peu plus long que de coutume, on l'a vu. Cela est sans doute lié à la portée et aux enjeux de cette commémoration. 59 ans d'indépendance, mais surtout 100 ans d'histoire pour notre pays. Et dans le fond, ce message est un petit cours d'histoire des luttes héroïques et des sacrifices consentis par nos dévanciers depuis la création de la colonie de Haute-Volta, sa dislocation, sa reconstitution, l'indépendance du pays en 1960 à son changement d'appellation en 1984 et jusqu'à nos jours. Et pour Ekmar Christian Kabouri, cette commémoration doit être pour chacun un temps de méditation pour se rendre compte que notre peuple est toujours resté attaché, quelles que soient les épreuves, aux valeurs de tolérance, de justice, de droiture morale, de travail et de cohésion, et pour donner forme justement à ce devoir de mémoire et permettre aux générations présentes et à venir de mieux connaître tous les pans de notre histoire commune. Le président du Faso décide de commettre un groupe de travail pour l'écriture de l'histoire générale de la Haute-Volta au Burkina Faso, un groupe qui aurait également pour mission de faire des propositions pour l'édification d'un panthéon de tous les bâtisseurs de notre nation. C'est une décision forte pour corriger certainement une anomalie, connaître notre histoire commune, s'inspirer de l'œuvre de nos pères pour prendre la mesure de l'engagement commun qui doit être le nôtre aujourd'hui aux côtés des forces de défense et de sécurité pour contrer ensemble la menace terroriste. Et en ce jour lourd de symboles, le président du Faso salue justement cette détermination de nos FDS à défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême. L'indépendance et la liberté n'ont pas de prix et cela doit nous interpeller tous collectivement et individuellement, insiste le président du Faso qui renouvelle le passage, son appel à une trêve sociale et à une union sacrée de tous les fils et filles. C'est la condition pour vaincre le terrorisme et poursuivre ensemble les actions de développement. Il faut pour cela combattre avec la dernière énergie toute forme de repli identitaire et de discrimination fondée sur le genre, l'ethnie, la religion ou la région. C'est également le sens que l'on peut donner à l'appel du président au respect des autorités religieuses traditionnelles et aux anciens. Une pensée pieuse du président Nathalie à ceux qui sont tombés des vœux de pro-rétablissement aux blessés, une solidarité exprimée envers ceux qui sont loin de leurs habitations, contraints à la fuite par les forces du mal, et aussi une promesse et un message d'espoir. Tout sera mis en œuvre pour leur retour dans leurs localités respectives, dans la sécurité et la dignité. En tout cas, le président du Faso n'a aucun doute sur notre victoire sur les forces du mal, car, dit-il, aujourd'hui, comme hier, la culture de la défaite ne fait pas partie des valeurs sociétales de notre peuple. Merci à vous, Jean-Emmanuel Ouedraogo, pour cette analyse. Et dans la suite de ce duplex, sachez que le président du Faso a reçu ce 10 décembre à son pied-à-terre les forces vives de la région du Centre-Est. Les échanges ont porté sur les questions de développement de la région et à l'échelle nationale, c'est la situation sécuritaire du pays qui a meublé les échanges. On fait la synthèse avec Alidou Badini et Mamadi Ouena. C'est un véritable balai au pied-à-terre du président du Faso en ce début de l'après-midi à Tenkodogo. Les chefs des circonscriptions administratives du Centre-Est, le conseil régional des OSC du Centre-Est ont pu aborder la question brûlante de l'heure avec le premier responsable du pays. Il faut dire que nous avons surtout parlé de l'insécurité parce que notre région n'est pas à l'abri de la crise sécuritaire. En tout cas, il nous a prodigué des conseils et des encouragements
pour que nous poursuivions le combat. On a posé le problème de sécurité. Vous voyez que notre région, précisément la province du Coupé-Logo, est touchée et nous avons perdu des enseignants, nous avons vu des douaniers qui ont été tués. Donc il faut qu'on agisse. Outre l'insécurité, le désenclavement de certaines localités de la région et le problème d'eau ont constitué des points de préoccupation des opérateurs économiques, conduits par le DIMA de Ouarghaï et également du Conseil régional des élus locaux. L'une des grandes préoccupations, c'est le désenclavement de la région, à commencer par le chef-lieu de la région, enfin de la province de Coupé-Logo, qui jusqu'à présent reste sans bitume. Et aussi la question d'eau potable qui nous a amené à beaucoup discuter par rapport aux réalisations de barrages. À l'inauguration de la route Coupé-Latin-Kodogo 5-1C, nous avons posé le problème de la route de Ouarghaï. Et aujourd'hui, ça y est sur une bonne voie d'être résolu d'ici 2020. Nous pensons que c'est une très bonne chose. Nous repartons contents, satisfaits. Le Centre-Est connaît surtout un souci d'immigration et le Conseil régional de la jeunesse a évoqué la question avec le président du Faso. Les femmes ont également soumis leurs doléances. Les femmes ont des maisons de femmes. Bon, ces maisons de femmes souvent ne sont pas bien... C'est pas bien construit dès le départ. Donc on a demandé au chef de l'État si on peut réfectionner ces maisons de femmes. Nous avons demandé aussi des formations pour les femmes. Vous savez que lorsqu'on mène une activité comme ça et qu'on n'a pas été formé, c'est un peu difficile. Donc nous avons demandé à ce que les femmes puissent être formées. Le souhait de tous est que ces préoccupations puissent trouver un engagement du président du Faso pour un Centre-Est prospère et un Burkina paisible. En bref, comme vous allez le voir en image, sachez que le président du Faso a rendu une visite au Dima de Zourantenga, le Nabadjigampolé. Et c'était hier, à quelques heures après l'arrivée du chef de l'État dans la capitale du Centre-Est. Une visite de courtoisie que les deux personnalités ont mise à profit pour échanger sur des questions d'intérêt national. Pour service rendu à la nation, 120 personnes évoluant dans divers domaines dans la région du Centre-Est reçoivent des distinctions honorifiques. Elles ont été décorées dans l'ordre de l'étalon ou dans l'ordre du mérite burkinabé et d'autres ont reçu des médailles d'honneur des collectivités locales. Il y avait de l'émotion ce matin à la cérémonie de décoration qui a eu pour cadre la place de la nation de Tenkodogo. Le reportage de Issa Kafando et Maxime Zongo. Après de nombreuses années de services bien remplis et bien accomplis, la nation reconnaissante a décidé de leur décerner des médailles. Des médailles qui sonnent comme une interpellation à plus d'engagement et d'ardeur au travail. Je ressens ça comme une interpellation à toujours aller de l'avant et à chercher à faire mieux. Je remercie de toute votre autorité de cette reconnaissance. Et je dédie cette reconnaissance à l'ensemble de mes collègues, à ma famille et à toute la nation. Avec émotion, les récipiendaires dédient cette reconnaissance à ceux et à celles qui, de près ou de loin, ont contribué à l'accomplissement de leur mission et invitent par la même occasion les autres à persévérer. Je dédie à l'ensemble des collaborateurs qui m'ont soutenu jusqu'à ce jour-là. Et que cette médaille soit, je dirais pour moi et pour tout le monde, n'est-ce pas, le symbole, le signe, n'est-ce pas, d'une persévérance à la tâche pour le bien-être, n'est-ce pas, du Burkina Faso tout entier. Nous sommes juste un échantillon. Autrement dit, il y a des millions de Burkinabés bien méritants. Mais c'est juste symbolique, c'est une question aussi de chance. Et le tour des autres viendra également. Au total, ils étaient 120 personnes à être décorées. 28 ont reçu l'ordre de l'étalon, 52 l'ordre du mérite burkinabé, 22 la médaille d'honneur des collectivités locales et 18 décorés dans les ordres spécifiques. Dans la page entretien, je reçois le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, par ailleurs président du comité d'organisation du 11 décembre. Monsieur le ministre Simeon Sawadogo, bonsoir. Bonsoir. Alors, à l'heure où nous sommes, est-ce que tout est fait prêt pour la bonne tenue de la cérémonie de demain? Nous sommes à moins de 24 heures. Non, je puis vous dire que à l'heure où nous parlons, la plupart des activités prévues pour l'organisation pratique
donc de la célébration du 59e anniversaire à Tenkodogo, la plupart des activités ont été réalisées. Nous sommes ici même donc, sur la place où il y aura le défilé civil et militaire. Nous avons également l'ensemble des réalisations qui ont été faites sur le plan des cités. Nous avons les routes qui ont été réalisées. Nous avons beaucoup d'activités qui ont été faites. Les différentes délégations sont venues des régions. Il y a des délégations qui sont venues du Togo également. Sans oublier une délégation qui est venue donc du Maroc. Nous pensons, si vous regardez dans la ville elle est pleine avec la foire donc, du 11 décembre qui bat son plein. Il y a bien d'autres activités qui sont menées. Nous pensons que tout est prêt pour les festivités du 11 décembre à Tenkodogo. Alors le gouvernement l'a régulièrement répété, cette commémoration se fera dans la sobriété. Est-ce que cela va se ressentir dans la cérémonie de demain, notamment pendant la parade civile et militaire? Non, évidemment, puisque sous l'instruction du président du FASO et du Premier ministre, nous avons dans l'organisation veillé à ce que la plupart des activités qui sont prévues avec beaucoup, donc de façon festive, puissent être réduites pour que ce soit une activité qui soit sobre, mais qui en même temps doit être donc des couleurs assez hautes, parce que c'est quand même le 59e anniversaire de notre indépendance et qui coïncide avec le centenaire de création donc, de la Haute-Volta de Burkina Faso. Donc pour ce qui concerne un certain nombre d'activités, nous avons fait des suppressions pour que ce soit une fête sobre en solidarité avec l'ensemble de ceux qui sont en train de travailler pour notre sécurité au niveau de nos frontières, comme l'a dit le président du FASO, et également pour permettre aux gens de comprendre que nous avons un devoir donc de solidarité dans ce contexte aussi difficile que nous vivons. Alors, Monsieur le ministre, pour terminer, quel message vous avez à lancer à l'endroit de la population du Centre-Est et des Burkinabés en général à l'occasion de la journée de demain? Non, nous voulons simplement dire aux uns et aux autres donc, ceux qui doivent venir à Tenkodogo, donc de venir tranquillement et de façon prudente, c'est ça également, et que demain, très tôt, nous serons donc à nous rendre donc sur le site donc, du défilé militaire et civil, et évidemment il y a d'autres activités qui sont prévues, et que nous pensons que ça va être une belle fête dans la sobriété, et qui vont nous permettre donc de réaliser et de fêter donc ce 59e anniversaire de notre indépendance. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être passé donc sur notre plateau spécial. Voilà, pour la suite, ils étaient au départ 16 établissements scolaires à prendre part au jeu interscolaire dénommé les Cracks de la Nation. À la finale de cette compétition, c'est le lycée départemental des Zabré qui s'arroge la victoire face au lycée Rialé de Tenkodogo. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassah Kandé, a été choisi comme parrain de cette finale des Jeux les Cracks de la Nation. Le palmarès complet avec Daouda Ouattara et Ibrahim Sanou. Le lycée départemental des Zabré est le grand gagnant du jeu interscolaire Les Cracks de la Nation édition 2019. Évalué sur des rubriques comme les anagrammes, les connaissances du Burkina ainsi que la littérature, ce lycée s'est distingué parmi 16 établissements au départ. Il s'en sort avec une somme de 1 million de francs CFA et des dons en nature. Vraiment, nous sommes vraiment énormément contents. Nous ne pensons pas au début que nous irons jusqu'à ce niveau. Vraiment, nous voir sur ce podium, vraiment, c'est une immense joie pour nous. Tous les membres du groupe, voilà, on a fait le travail ensemble, et voilà, nous avons gagné ensemble aussi. Le lycée Rialé de Tenkodogo s'arroge la 2e place. Le lycée Barack Obama de Ouagadougou arrive en 3e position. Pour le président de l'Assemblée nationale, c'est tout le système éducatif burkinabé qui gagne. Le niveau est très bon. On a vu la participation des 2 finalistes, à savoir le lycée Rialé de Tenkodogo et le collège départemental de Zabré. L'objectif de l'Assemblée nationale, c'est de pouvoir intégrer ce comité d'organisation pour faire en sorte que les événements à venir, les concours à venir, nous puissions l'organiser ensemble et mettre les moyens nécessaires afin qu'il y ait beaucoup plus de participation. Alassane Balassah Kandé offre un ordinateur portable aux gagnants du jeu concours radiophonique sur les connaissances de l'Assemblée nationale. En dissertation littéraire, le lycée privé Alpha Solidarité de Bobo arrive premier. Des personnalités qui accompagnent l'initiative sont également distinguées par des cracks d'honneur.
L'autre compétition qui a connu son épilogue ici à Tenkodogo, c'est le jeu concours dénommé Jeux Slam pour ma patrie. Le grand gagnant s'appelle Franck Poda, désigné sur des critères tels que la pertinence du thème abordé et la présence scénique. Rappelons que ce concours est organisé chaque année à l'occasion de la fête de l'indépendance dans le but de susciter davantage le patriotisme chez les jeunes. Seydou Ninkiema et Sekou Zongo. C'est lui, le lauréat du jeu concours Jeux Slam pour ma patrie, édition 2019. Il déclame ces mots pleins d'espoir devant un public admiratif. Jeux Slam pour ma patrie est une compétition née pour que des jeunes parlent à la jeunesse afin que la vive la fibre patriotique. C'est une opportunité que le service national pour le développement offre à notre jeunesse de pouvoir se parler. Quand vous suivez les thèmes qui sont développés, c'est généralement des thèmes de leur génération. Nous avons un message à porter et ce message est relatif au civisme et au patriotisme de façon générale. Organisé sous la bienveillance technique du label Ombre Blanche, ce jeu concourt a un message tout particulier, celui de la combativité face aux défis du moment. Cette année, nous avons offert l'opportunité, comme l'année dernière, aux candidats de pouvoir apporter un texte personnel. Un texte personnel pour les laisser s'exprimer. Si on ne devait pas parler de la patrie, nous parlerons de quoi? Nous allons encore ébelloter cela, mais en gardant le regard fixé sur la patrie qui en ce moment a besoin de sa jeunesse, qui en ce moment a besoin de nous. 5 candidats étaient en compétition à cette édition, 7e du genre du jeu concours Jeux Slam pour ma patrie. Tous ont reçu des prix en nature et en espèces allant de 100 000 à 2 300 000 francs CFA. Jeux Slam pour ma patrie, édition 2019 est terminée. Le regard est maintenant tourné vers la 8e édition qui se tiendra à Banfora en 2020. Comme vous l'avez constaté, les médias publics sont la radiodiffusion télévision du Burkina et les éditions citoyennes sont déployées ici à Tenkodogo pour vous faire vivre à tous les instants de la fête de l'indépendance. Les deux médias ont leur représentation dans la région du centre-est, mais leurs sièges sont toujours en chantier. On espère qu'en début 2020, les bâtiments seront terminés et réceptionnés, selon le constat fait ce matin par le ministre en charge de la communication. Le point de la visite avec Seydou Ninkiema et Mariam Ouattara. Des bâtiments flambant neufs pour Sidoaya et la RTB dans la capitale de la région du centre-est, du moins dans quelques mois. Pour Sidoaya, un bâtiment R+1 dont les travaux ont été lancés depuis le 12 juillet et qui était censé être terminé le 15 décembre prochain, délai finalement prolongé à la mi-février 2020. Une situation moins enviable par rapport à celle du futur siège de la RTB2 Centre-Est. Grosso modo, dans la deuxième semaine du mois de janvier 2020, voilà, nous devons être capables de livrer ce bâtiment. Parce que d'ores et déjà, en moins de 21 jours, voilà, nous avons mobilisé plus de 60 personnes, 60 ouvriers spécialisés, voilà, pour qu'on puisse atteindre ce niveau qui est actuellement. Nous avons une studio télé, nous avons une salle de production, voilà, nous avons une salle de régie. Les deux situations sont un peu différentes. Dans le cas des citoyens, nous avons observé le chantier qui a connu un retard. Mais nous avons l'assurance donc que ce retard sera comblé que dans le premier trimestre 2020, nous pourrons donc rendre cela opérationnel. Dans le cas de la RTB2, c'est beaucoup plus réjouissant parce que les travaux que nous voyons ont commencé il y a 21 jours et l'assurance nous a été donnée que nous aurons en début d'année prochaine la réception de ce bâtiment-là. Ces nouveaux sièges en construction ont un but précis, celui de rapprocher davantage les populations du centre-est de l'info. La vraie. Ces deux entités qui se mettent en place doivent renforcer le maillage du territoire par les médias de service public que sont Sidoaya et la RTB et rapprocher donc les populations de l'information. Rendez-vous est donc pris pour le premier trimestre de l'année 2020 pour la réception des nouveaux sièges de Sidoaya et RTB2 Centre-Est, voix des responsables des entreprises en charge des travaux.
Le 11 décembre mobilise du monde à Tinkodogo et l'occasion est belle pour sensibiliser sur deux phénomènes qui touchent la femme et la jeune fille. Il s'agit du mariage d'enfants et des mutilations génitales féminines. À ce sujet, un panel s'est tenu ce 10 décembre à Tinkodogo à l'initiative du groupe de plaidoyer et de lobbying avec à sa tête l'épouse du chef de l'État. Le compte rendu de Kwale Nebié et Ibrahim Sanou. Les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Deux phénomènes qui ont la peau dure dans notre pays et qui mettent à mal la dignité de la femme et de la jeune fille sont ici dénoncés à l'occasion de ce panel présidé par Mme Sika Kaboré, épouse du chef de l'État. En ce qui concerne les femmes de 15 ans, la prévalence serait supérieure à 70% au Kuritenga, entre 60 et 70% au Kulpelogo et entre 50 et 60% au Boulgour. Quant au mariage d'enfants, les statistiques indiquent que la prévalence des filles qui se marient avant leur 18e année d'anniversaire au Burkina Faso est de 51,6%, ce qui fait de notre pays le 5e dans le monde en matière de mariage d'enfants. Réunies au sein du groupe d'action de lobbying et de plaidoyer Gallo, ces épouses de personnalités, certaines OSC et partenaires financiers veulent créer un environnement national qui donne toutes ses chances aux groupes vulnérables. Je voudrais, face au mouvement mondial fortement porté par notre continent, inviter chacun et chacune d'entre nous, à quelque niveau que ce soit, à être désormais un modèle, un agent de changement qui contribue quotidiennement à déconstruire dans son milieu familial, son lieu de travail, son quartier, les normes sociales négatives qui maintiennent ou qui justifient ces pratiques, comme des valeurs sociales, religieuses ou culturelles. Une enquête sur la prévalence des mutilations génitales féminines sur la tranche d'âge de 15 à 49 donne 75% des cas en 2010 contre 63 en 2015. Les Gallo envisagent réduire ces taux. Voilà, Peggy Ouedraogo, on s'arrête ici pour les actualités de ce 10 décembre, donc sur la commémoration de la fête de l'indépendance ici à Tinkodogo. Les téléspectateurs sont invités à rester connectés sur la RTB pour suivre le reste du programme. Demain, dès 8h30, ils pourront suivre en direct la retransmission de la cérémonie officielle qui sera présidée par le chef de l'État. Une cérémonie qui sera bien sûr marquée par la grande parade militaire et civile. Peggy Ouedraogo, nous vous retournons pour la suite du journal. Merci à Nathalie Kaoré et à toute l'équipe déployée sur place à Tinkodogo. Sans pour autant nier les conséquences des mariages d'enfants, certains garants de la tradition avouent qu'il est difficile aujourd'hui de pratiquer le lito. Pourtant, la pratique est chère à la culture Yana. L'ethnie est majoritaire dans la province du Kulpelgo, dans la région du centre-est. Le lito, c'est bien plus qu'une union entre deux personnes, c'est le mariage en pays Yana et elle symbolise l'union de deux familles, chacune acceptant mutuellement de donner en mariage une de leurs filles. Si cela semble un peu complexe à comprendre, eh bien, suivez ce dossier de Nomba Kouda avec Isiaka Nana. Payer et se faire payer sans stress, c'est si facile avec Orange Money. Dans le mariage, il y a deux conditions. Soit tes parents ont les moyens pour te trouver une jeune fille en mariage, c'est pour les nantis. Maintenant, si tu ne peux ni la réciprocité ni la dot, alors là, il te faut attendre la mort d'un grand frère pour hériter sa femme. Plus qu'une relation entre deux individus, le mariage chez les Yana est une union entre deux familles. Et le lito permet de consolider davantage ces liens familiaux.
la fo pampa fo wora mabila bala mabila ndo bi pour to blikan to kisse la vraie parent confo. Le lito renforce les liens familiaux, surtout entre le fils marié et la coépouse de sa mère, car c'est grâce à sa fille que le garçon arrive à se marier. C'est tout le sens social du lito. Une tradition en perte de vitesse à cause de la modernité. Maintenant, si tu veux donner de force ta fille, elle peut te convoquer soit à la gendarmerie, soit à l'action sociale. Sinon, avant, si ton père te donnait un mariage, tu n'avais pas le choix. Maintenant, la modernité a tout changé. Au regard des travers liés au mariage de nos jours, le Dima de Ouarglaï invite à la réflexion. Pour Naba Sanam, la prise en compte des valeurs positives du mariage coutumier pourrait sans doute assurer un équilibre à la société. Elle serait l'une des premières villes ayant expérimenté le commerce transfrontalier. Puitenga, dans la province du Kouritenga, toujours dans la région du centre-est, est bien connue pour le développement de ses activités commerciales. Sa situation géographique y est pour beaucoup, et c'est avec ironie que les habitants se caractérisent eux-mêmes. Ils seraient tous commerçants de naissance. Immersion dans cette ville qui vit ce commerce avec Issa Kafando et Maïmouna Traoré. Puitenga, c'est 3 grands marchés bien animés tous les 3 jours. Le marché de bétail, le marché de céréales et le marché central. Avec toute la modestie qui recommande, que le commerce transfrontalier dans notre histoire a commencé à Puitenga. Avec à l'époque ce qu'on appelait la route du Sahel qui partait de la Mauritanie même pour aller rejoindre les autres pays. Donc Puitenga était un centre de rencontre, d'échange. Dans cette ville, l'activité commerciale est très développée. Presque tout le monde est commerçant et il n'y a pas d'âge pour faire le commerce. D'aucuns disent que les habitants de Puitenga ont le commerce dans l'âme. Ici, le commerce est presque de coutume chez nous. Depuis le ventre de sa mère, l'enfant apprend à faire le commerce. Vous verrez un enfant de rien vendre du lotus, mais très vite son commerce prospère et il devient un grand commerçant. Il fait des émules. Voilà pourquoi beaucoup ne vont pas loin à l'école. Dès l'âge de 6 ans, on apprend à l'enfant à faire le commerce. Là, s'il ne réussit pas à l'école, il peut se débrouiller dans la vie. J'encourage l'entrepreneuriat des jeunes. La présence de cet enfant de 7 ans aux côtés de son père confirme ses propos. Aujourd'hui, je n'ai pas cours. Je suis venu aider mon père à vendre sa marchandise. Ainsi, moi aussi j'apprends à faire le commerce. Beaucoup ont commencé comme lui. Aujourd'hui, ils sont de grands commerçants et gagnent bien leur vie. J'ai connu mon père commerçant. Dès que je reviens de l'école, je l'aide à vendre sa marchandise. Je n'avais pas le temps de réviser mes leçons. J'ai échoué au BPC 3 fois. Donc, je prends la relève. Aujourd'hui, je suis un grand commerçant et souvent, je viens en aide à mes camarades restés sur les bancs. Je n'envie pas un fonctionnaire. Par mois, je peux faire une recette de 5 à 6 millions. C'est sûr que rares sont les fonctionnaires qui ont un salaire de 5 à 6 millions par mois. Et pourtant, pour ce jeune vendeur de téléphones portables, son seul regret, c'est de n'avoir pas été à l'école. J'exhorte mes jeunes frères à bien étudier avant de se lancer dans le commerce. Aller à l'école est un atout pour le commerce. Puitenga n'est pas un chef-lieu de province, mais il a exceptionnellement le titre de commune urbaine selon le code des collectivités territoriales. L'existence
de cette commune-là de Poutenga est lié historiquement aux activités commerciales qui s'y amenaient même sous la colonisation. En outre, quand vous prenez notre commune, qui frise pratiquement 130 000 habitants, vous avez près de 85 000 à 90 000 qui vivent en ville. Malgré tout, le marché central n'est toujours pas construit avec des étals précaires et des vendeurs anarchiquement installés. Les occupants des lieux interpellent les autorités compétentes, leur souhait le plus ardent, disposer d'un marché digne de ce nom. Et pour en savoir plus sur cette histoire de tête de chien entre Bissa et Samo, il faut impérativement se procurer le numéro spécial des éditions Sidvoya. À l'instar des années précédentes, chaque année, elle vous propose donc dans le cadre de la commémoration de l'indépendance du Burkina Faso un numéro spécial sur la région du Centre-Est. Les peuples de la région, leur culture et leurs activités de prédilection sont tous à découvrir dans ce hors-série 11 décembre. C'est un numéro spécial disponible sur place à Tenkotogo, mais aussi au siège du journal à Ouagadougou. Autre point de l'actualité ce soir, les ministres africains en charge de l'environnement affûtent leur plaidoirie à Madrid. Ils ont animé une conférence avec à la clé un consensus sur certains points, notamment celui relatif aux accords de Paris. D'autres restent encore à être examinés et les chefs de département ministériels veulent à tout prix que l'Afrique sorte gagnante de ces différents pactes sur le climat. Le reportage de nos envoyés spéciaux à la COP25, Pamandrogo Jean Zongo et Mounir Akere. Le groupe des pays africains à la COP25 se concerte. Ils doivent parler d'une même voix pour mener des négociations fructueuses au profit des populations africaines. 52 pays sont ici représentés par leur ministre en charge de l'environnement. Accompagnés des experts, ils peaufinent des stratégies pour mener à leur tour les négociations au niveau élevé. Les négociations se mènent par groupe. Et aujourd'hui, nous avons eu la réunion du groupe africain. Groupe africain parce que nous avons nos experts également qui mènent les négociations afin de faire prendre en compte bien sûr les préoccupations des pays africains. Donc il était de notre devoir de changer avec nos experts pour qu'ils nous fassent le briefing du niveau de négociation afin de prendre les orientations pour bien sûr mêler les négociations dans l'intérêt des pays africains. Les questions d'adaptation des populations, la conservation des ressources naturelles et environnementales et le marché carbone sont les intérêts africains les plus défendus à cette rencontre internationale sur le climat. L'Afrique a 3 positions spécifiques pour cette COP ici. La première, c'est les marchés carbone. Deuxièmement, la question de l'Afrique et le rôle de quelle est la place de l'Afrique en termes de vulnérabilité pour avoir accès à plus de ressources. L'accord de Paris reconnaît déjà le rôle spécifique aux États insulaires, au groupe des États insulaires et au groupe des pays les moins avancés. Alors il est vrai que la majorité des pays les moins avancés se trouvent en Afrique, mais on voudrait que la circonstance spécifique de l'Afrique, la vulnérabilité socio-économique de l'Afrique soit reconnue. La reconnaissance de l'état de vulnérabilité de l'Afrique permettra à nos pays les moins avancés d'avoir un accès simplifié et prioritaire aux ressources internationales destinées à lutter contre les effets des changements climatiques. Et pendant ce temps, à Ouagadougou, les débats se mènent sur les opportunités qu'offrent la forêt et les terres dans la résilience face au changement climatique. L'initiative de la Grande Muraille Verte est un repère pour les travaux conduits par le ministère en charge de l'Environnement. La rencontre ouverte ce matin même vise à évaluer et à valider un rapport produit à cet effet. Amado Ilboudo et Caroline Noiret. Le projet évaluer les opportunités du secteur de la forêt et de l'utilisation des terres au Burkina Faso pour soutenir les interventions d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, en particulier dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte, tire à sa fin. Réunis ici en atelier, les acteurs clés du projet doivent en examiner et valider le rapport.
Le dit projet est une initiative du gouvernement burkinabé et sa mise en œuvre entre dans le cadre de la stratégie gouvernementale de mobilisation des ressources financières. À travers l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, le Burkina vient de boucler l'étape de la collecte des données dans les 5 régions d'intervention du projet. C'est un processus qui était très long, mais aujourd'hui nous sommes arrivés à une étape où les acteurs se retrouvent pour s'assurer que le document qui a été produit retrace, si vous voulez, les priorités définies dans les référentiels de développement du Burkina et donc peut être soumis à des partenaires financiers, notamment le Fonds vert climat, mais également d'autres partenaires financiers pour accompagner le Burkina. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, comme à l'accoutumée, est partenaire dans la mise en œuvre du projet. Par son expertise dans le domaine, l'organisation onusienne participe à l'acheminement du projet à travers les étapes clés de sa mise en œuvre. On a déjà mis la base pour mettre en place une équipe de consultants, mais aussi de partenaires au niveau régional pour formuler un projet qui serait vraiment, qui répondrait aux attentes des communautés locales, aux attentes du gouvernement, mais aussi aux attentes au fait d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. La prochaine étape à l'issue de cet atelier est la mobilisation des fonds pour l'exécution des besoins exprimés dans le rapport en faveur de la lutte contre les effets négatifs des changements climatiques. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.